applications, les dispositifs et les outils que vous avez mis en place via Cancer at Work et par rapport aussi à l'autre projet dont vous venez de parler, si on a un petit peu de temps, que vous nous présenterez brièvement. Donc, bienvenue à vous et puis je vous laisse vous présenter. Mais écoutez, merci. D'abord, bonjour à toutes. Je crois c'est essentiellement une population féminine aujourd'hui, ou à tous. Si des hommes sont avec nous, moi, je voulais vous remercier sincèrement, Michaël, pour votre invitation. Je suis ravie de dialoguer avec vous. Je suis en métropole aujourd'hui, à Marseille, mais d'abord, j'ai des attaches avec très largement les territoires ultramarins. Et avec la Guadeloupe en particulier, j'ai été soignée moi-même pour un cancer dans un centre en région parisienne qui s'appelle Gustave Roussy, qui accueille très, très souvent des gens qui viennent d'un peu plus loin. Et c'est le sujet des maladies, de l'accès aux soins dans les territoires ultramarins sont des sujets qui me touchent particulièrement. Donc, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, peut-être je me présente. Je voulais vous dire aussi qu'on m'a donné comme cahier des charges de vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est celui des cancers et des maladies au travail. Mais vous pouvez me poser des questions via le chat et on aura un temps d'échange, je crois, d'à peu près un quart d'heure à la fin de mon intervention, un quart d'heure, 20 minutes, et je serai ravie vraiment d'interagir avec vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des besoins de précision, si vous avez des questions, des témoignages, des remarques, eh bien, à m'en faire part. J'y répondrai avec plaisir. Donc, je suis Anne-Sophie Tuzinski. J'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle dans le secteur de l'emploi, dans le secteur de l'intérim plus particulièrement, dans un grand groupe international qui aujourd'hui s'appelle Randstad, qui s'appelait Vidior à l'époque, où j'occupais des positions au sein du comité de direction. J'étais en charge de la stratégie de développement à l'échelle européenne. Et puis, en 2011, j'ai moi-même vécu l'expérience de vie d'une maladie grave et douloureuse, qui est le cancer du sein, avec une réaction peut-être un peu hors norme à l'époque, en 2011, où on ne prononçait même pas le mot cancer dans l'univers professionnel ni dans les médias, où on parlait de longues et douloureuses maladies. Eh bien, j'ai d'emblée choisi d'en parler à mes équipes et aussi à mes clients qui sont des dirigeants et des DRH d'entreprises dans tous les secteurs d'activité, ce qui a suscité en fait de leur part, un an après mes traitements, des demandes de soutien, d'aide pour les accompagner à mieux concilier maladie et travail. Alors, vu le nombre répété de sollicitations, eh bien, je me suis intéressée d'un peu plus près au sujet et je me suis aperçue assez rapidement que contrairement à ce que je pensais, nous étions très nombreux à être malades d'un cancer, mais pas que. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de personnes qui aujourd'hui en France, au sens large, vont apprendre qu'elles ont un cancer. Aujourd'hui, 29 avril, vous pouvez me répondre dans le chat. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, allez-y. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes qui, en France, vont apprendre qu'elles ont un cancer. Parmi ces 1000 personnes, il y en a 400 qui travaillent. Et si on élargit le sujet de la maladie dans la population active aux autres pathologies, puisqu'il n'est pas question de discriminer, on évalue à peu près 15% le nombre de personnes directement touchées par une maladie grave ou chronique dans la population active. Le CESE a publié très récemment ses perspectives et annonce que nous serons 25% de la population active en 2025. Donc, un nombre de personnes qui sont directement concernées qui va croissant avec une très forte accélération qui est notamment liée à un nombre de plus important de personnes malades, mais pas que. C'est aussi lié à un âge de plus en plus, une durée de vie de plus en plus longue au travail.
et à des progrès thérapeutiques qui, aujourd'hui, sur des pathologies avec un diagnostic vital engagé, eh bien, permettent des progrès thérapeutiques qui nous permettent de vivre et de travailler de plus en plus longtemps. Alors, 25% de la population active concernée en 2025 directement par une maladie grave, mais au-delà, d'autres personnes qui sont impactées aussi par le sujet, puisque autour des personnes malades, nous avons les aidants familiaux, les aidants proches, ceux que j'appelle, moi, les aidants personnels, et puis nous avons ceux que j'appelle les aidants professionnels, qui sont finalement les collègues, les managers, toutes les personnes, tout le collectif de travail autour de la personne malade. Ce qui fait aujourd'hui que plus personne n'échappe, ni en France d'ailleurs, ni dans le monde, ou en tout cas dans tous les pays développés, à ce sujet de la maladie au travail. Alors, une fois que j'ai constaté cet effet de nombre, je me suis interrogée sur pourquoi autant de personnes me sollicitaient et semblaient démunies par rapport à ce sujet, en tout cas dans le monde du travail. Et je me suis aperçue en fait que dans la mesure où on n'est statutairement pas malade au travail, puisque quand on est malade, eh bien, on est en arrêt maladie, et quand on revient au travail, eh bien, on est guéri, bien portant, hyper performant. L'entreprise, qui est quand même un monde extrêmement normé, n'avait pas de case réellement directement pour adresser le sujet. Et donc, c'est un sujet qui échappait finalement aux politiques sociales, aux pratiques managériales, et donc qui n'était pas adressé, ce qui expliquait que les gens soient aussi démunis. Démunis également parce que la maladie renvoie chacun à des expériences qui peuvent être douloureuses et difficiles, et donc crée des difficultés qui peuvent être d'ordre relationnel, mais aussi organisationnel et également économique. En tant que femme d'entreprise, je m'intéresse énormément à ce sujet de la question économique, et on y reviendra un petit peu plus tard si ça vous va. Donc, beaucoup de personnes malades, 15% aujourd'hui de la population active, un sujet qui n'existe pas réellement dans le monde du travail. C'est caricatural ce que je vous exprime, mais en tout cas, c'est la réalité, le trait est un peu marqué. Un sujet qui n'existe pas dans le monde du travail et donc qui crée des difficultés humaines, donc relationnelles, organisationnelles et économiques. Alors, humaine, c'est assez facile à comprendre. On a des difficultés d'abord à dire qu'on est malade au travail. Le sujet reste tabou. Les personnes, quand elles reçoivent l'annonce, sont souvent en délicatesse. Donc, ça peut créer des interférences relationnelles, des difficultés organisationnelles, bien sûr, puisque la personne va s'absenter, soit pour une durée longue, soit pour des durées séquencées. Et la médecine tend vers des arrêts de travail de plus en plus courts, puisqu'on développe notamment la médecine ambulatoire ou des traitements de moins en moins invasifs qui obèrent d'absence de moins en moins longue. Des difficultés donc organisationnelles à réorganiser en fait les équipes et le travail autour de ces absences, et puis des difficultés économiques puisque eh bien, la maladie a un coût, elle a un coût pour les personnes qui sont concernées avec une perte du niveau de revenu. Elle a un coût pour les entreprises avec une hausse extrêmement importante du coût de l'absentéisme qui se chiffre aujourd'hui à environ 108 milliards par an, et puis une perte économique dans notre beau pays au plan de la sécurité sociale, puisque le coût de l'absentéisme va galopant, à la fois pour la rémunération des indemnités journalières de sécurité sociale, mais aussi parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas ou pas assez bien, accompagner le retour et le maintien dans l'emploi des personnes malades. D'ailleurs, la sécurité sociale ne s'y est pas trompée, puisqu'en juillet dernier, elle a mis à l'agenda de ses priorités le maintien dans l'emploi des personnes malades. Alors, ce qu'on observe, c'est que la maladie a un impact direct sur les chances de maintien dans l'emploi. On a des études s'agissant des cancers qui mettent en exergue qu'une personne sur 3 quitte l'emploi 2 ans
après le diagnostic d'un cancer, ce qui est énorme. Ça fait un tiers des personnes qui sont directement concernées qui ne reviennent pas dans l'emploi ou qui perdent leur emploi 2 ans après le diagnostic d'un cancer. Vous voyez à quel point, en fait, le sujet est aujourd'hui synonyme de difficultés, de coûts pour les personnes, pour les entreprises et pour la société. Et face à ce constat, nous avons développé ou nous développons des propositions de solutions pour finalement terminer ce cercle vertueux qui consiste dans une population en bonne santé, donc qui travaille et qui, en travaillant, génère des revenus. Alors, la première initiative entrepreneuriale que j'ai développée, elle s'appelle Cancer at Work, comme vous le disiez tout à l'heure. Cancer at Work, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Cancer at Work, c'est très simplement un club d'entreprise. Dans la mesure où le sujet de la maladie n'existe pas dans le monde du travail, il nous a semblé important de pouvoir rassembler les dirigeants d'entreprise autour de ce sujet et de leur permettre de s'engager de manière formelle vis-à-vis de leurs salariés à mieux concilier maladie et travail, dans une optique évidemment de libérer la parole et de permettre la mise en place d'actions concrètes pour mieux concilier maladie et travail. C'est un club d'entreprise qui, dans sa forme juridique, est une association loi 1901, qui est reconnue d'intérêt général depuis 2015, qui est présidé par un patron d'entreprise, un grand patron. Il s'agit de Philippe Salle, qui dirige Foncia et nous sommes aujourd'hui 6 au conseil d'administration, et qui rassemble une petite centaine d'entreprises, dont des entreprises présentes sur votre territoire. Et je crois que vous avez accueilli hier Madame Faz de la CECAS, la CEPAC, pardon, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a un territoire assez large puisqu'il arrive jusqu'en Guadeloupe. Donc, des entreprises engagées autour d'eux et une association dont les missions sont simples: mobiliser les dirigeants et les engager dans l'action, partager les pratiques qui sont développées au sein de cette centaine de membres, ce qui fonctionne moins bien, essayer ensemble de trouver des solutions. Donc, mobilisation, partage de bonnes pratiques et échange, mais aussi production de contenu. On évoquait tout à l'heure la question économique. On s'est très vite intéressé à ce sujet avec l'aide d'un économiste que vous connaissez probablement, qui s'appelle Nicolas Bouzou. Et nous avons mené une étude à l'échelle européenne qui met en exergue que mieux concilier maladie et travail, c'est gagnant pour les personnes, bien sûr, puisqu'elles conservent un meilleur niveau de revenu et une protection sociale. C'est gagnant pour les entreprises avec cette baisse du coût de l'absentéisme qui constitue une véritable plaie aujourd'hui dans les organisations. Et puis, c'est gagnant également pour notre sécurité sociale. Nous avons également animé un débat citoyen en ligne qui a réuni en 2019 2500 contributeurs pour faire des propositions concrètes de solutions à l'échelle de l'entreprise, mais aussi à l'échelle de la société, notamment sur le sujet de formation des futurs RH et managers, et qui pose des questions particulières, notamment dans l'accès aux soins et dans les chances sur l'ensemble des territoires français de maintien dans l'emploi. Donc, une mission de mobilisation, une mission de partage de pratiques et de production de contenu, une mission de mesure. Il nous a semblé essentiel dès le départ de savoir où mener, au regard de quoi nous devions mener nos actions. À partir de quels besoins exprimés par la population active, nous devions orienter notre plan d'action. Nous avons développé un baromètre qui, à l'échelle nationale, est revisité tous les 3 ans et qui met en avant les traits saillants de l'expression des besoins et des perceptions des actifs sur le sujet de la maladie au travail. Le premier a été lancé en 2013 et d'emblée, il a mis en avant la notion de tabou. 80% des répondants nous ont dit parler de cancer ou de maladie grave au travail est tabou pour plus de 80% des actifs.
Ce premier baromètre nous a aussi donné comme indication à quel point les actifs attendaient que leur entreprise ouvre le dialogue sur ce sujet. À 76%, ils nous ont dit attendre que leur entreprise ouvre le dialogue sur ce sujet intime, personnel, mais qui néanmoins s'invitait dans la vie professionnelle pour toutes les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Et puis, ils nous ont dit également à quel point le travail et leurs collègues étaient précieux, y compris dans leur parcours de soins et probablement dans le processus de guérison. Donc, ce baromètre, il est revisité tous les 3 ans. Alors, entre 2013, 2016 et 2019, on a vu des évolutions au regard des initiatives qui se multiplient sur le sujet, notamment sur le sujet du tabou. En 2016, on avait 55% des répondants qui disaient « il est tabou de parler de cancer au travail ». Donc, c'est mieux que 80% de 2013. On voit une nette avancée. C'est encore beaucoup trop, à mon sens. Ça fait plus d'1 personne sur 2 qui n'ose pas en parler. Et puis, entre 2016 et 2019, l'amélioration est plus timide puisqu'on tombe à 51%. Donc, le tabou, peu à peu, se lève. Moi, je le ressens vraiment en lisant les médias ou en écoutant la radio ou la télévision. On prononce de plus en plus le nom des maladies, des pathologies. De plus en plus, on dit que telle personne publique est atteinte d'un cancer, d'une sclérose en plaques ou d'une autre maladie grave ou chronique. Donc, la parole se libère peu à peu, à la fois dans la société et puis dans l'entreprise, puisque l'entreprise est simplement le reflet de la société. Donc, mobilisation des dirigeants, partage de pratiques et production de contenu, mesure des besoins des actifs et de leur perception, mais aussi mesure des avancées des entreprises. Donc, l'association a développé un label Canceratoire qui permet de mesurer non seulement l'engagement de ses membres, mais la progression dans les actions mises en œuvre par chacun d'eux et qui sont très variables d'un secteur d'activité à un autre, et j'y reviendrai dans un instant. Et puis, une 4e mission qui est notre mission de cœur, qui est l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes qui ont perdu ou quitté leur emploi après une maladie. Donc, nous organisons très régulièrement, nous mettons en lien très régulièrement des personnes, des malades ou ex-malades qui recherchent un emploi avec notre réseau d'entreprises pour les aider à revenir au travail pour celles qui l'ont perdu ou pour les jeunes qui entrent dans la vie active juste après une maladie grave. Donc, voilà ce qu'est Canceratoire qu'aujourd'hui, qui compte, comme je vous le disais, entre 85 à 90 membres, ce qui est mieux qu'en 2012, date à laquelle j'ai lancé cette association, ce qui est encore peu au regard des 3,5 millions d'entreprises qui sont présentes en France au sens large. Néanmoins, on a démarré petit, mais avec des grandes entreprises, plutôt parisiennes. Aujourd'hui, l'association compte des membres sur tout le territoire français, dans pratiquement tous les secteurs d'activité, et avec des entreprises de taille très variable, puisqu'en nombre de salariés, le plus petit membre de l'association compte 7 collaborateurs, et puis on va jusqu'à 150 000 si on pense par exemple à la SNCF. Donc, finalement, des entreprises, un réseau d'entreprises qui devient de plus en plus, dont les entreprises sont de plus en plus diverses, qui tentent à prouver que quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité, il est possible de concilier maladie et travail. Je vous disais tout à l'heure que la mise en œuvre de solutions pouvait varier très largement d'une entreprise à une autre. Et notre conviction chez Canceratoire, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite pour concilier maladie et travail,
mais que chaque entreprise a le pouvoir de développer ses propres solutions. Alors, comment? Très simplement, en interrogeant ses collaborateurs sur ses besoins, de la même manière que nous l'avons fait à l'échelle du pays. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos difficultés face à la maladie? Et quelles sont les propositions de solutions? C'est cette méthodologie et cette recette que l'association met à disposition de ses membres. Et du coup, cela donne des choses très variées. Il n'y a pas petit A, vous devez faire telle action, petit B, telle autre. Pour réussir dans la mise en place d'un programme ou d'une stratégie d'inclusion de la maladie au travail, il n'y a que des programmes particuliers déclinés dans chaque entreprise. Par exemple, dans une entreprise comme la CEPAC, qui est donc une banque avec un réseau, les salariés ont exprimé des besoins autour de la sensibilisation et de l'ouverture du dialogue, autour de la formation, et ont notamment évoqué des problématiques liées à cette pratique en réseau avec des équipes de taille très variable qui pouvaient être très éloignées les unes des autres et donc parfois des difficultés dans le management de ces équipes de taille finalement assez réduite. Dans une entreprise industrielle qui fait partie de nos membres, donc 250 salariés, 2 sites de production en province, en métropole, sur le territoire normand, 80% d'ouvrières à la chaîne, majoritairement des femmes de plus de 50 ans. C'est pour ça que je parle d'ouvrières. Les difficultés qui ont été évoquées, elles étaient très simples, à la fois très simples et à la fois très compliquées à appréhender. En tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite. Les ouvrières ont dit à la dirigeante qui a engagé le processus, nous, ce qui est compliqué pour nous, c'est au retour au travail, puisqu'on ne travaille pas pendant les traitements la plupart du temps. C'est difficile de travailler sur chaîne de production de chez soi et en télétravail. Mais quand on revient, on a du mal à tenir les cadences de production, on a du mal à faire des gestes répétitifs avec une cadence forte, puisque c'est aussi la cadence de production qui finalement permet la réussite et la performance de l'entreprise. La dirigeante a très bien compris le sujet puisqu'elle-même avait été touchée quelques années auparavant. Et elle leur a demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une entreprise industrielle pour éviter ces difficultés au retour au travail? Et les ouvrières, un peu à l'emporte-pièce, ont lancé cette idée un peu folle, j'avoue, en tout cas c'est comme ça qu'elle m'est apparue à l'époque, de dire, nous, il nous faudrait une chaîne de production sans cadence. Et à ce moment-là de l'histoire, je me suis dit qu'aucun dirigeant d'entreprise industrielle n'aurait probablement le courage de créer une chaîne de production sans cadence dans une entreprise où, par nature, les cadences déterminent la performance. Cette dirigeante a fait ce pari et elle a décidé d'installer au centre de ses usines, une chaîne sans cadence. Donc, ce n'est pas quelque chose qui lui a beaucoup coûté au plan de l'infrastructure, puisque les chaînes de production étaient là. Mais, et elle a organisé les choses très simplement avec ses ressources humaines, mais c'était un vrai pari néanmoins. Et donc, toutes les ouvrières qui en ressentaient le besoin, donc elle n'avait pas du tout le besoin de lever le doigt en disant moi j'ai une sclérose en plaques ou moi j'ai un cancer et j'ai besoin d'aller sur la chaîne. Elles avaient juste besoin de dire moi j'ai besoin d'aller sur cette chaîne de production sans cadence. Eh bien, toutes les ouvrières qui ont pu accéder finalement, qui le souhaitaient ou qui en avaient besoin en l'occurrence, ont pu accéder à cette chaîne sans cadence. Et ce que la dirigeante a observé dans son entreprise est assez fabuleux parce que c'est une augmentation indéniable et mesurée de la performance de son entreprise par un engagement très fort de ses salariés qui ont en fait, le jour où elle a créé cette chaîne de production, compris une chose,
c'est que même s'ils étaient demain confrontés à des difficultés graves, leur entreprise n'allait pas les jeter dehors, mais elle allait rester à leur côté le plus possible et travailler avec eux pour qu'ils puissent conserver leur emploi. Et ça a eu un effet immédiat sur le taux d'absentéisme. Alors, pas le taux d'absentéisme de longue durée, puisque quand on doit aller se faire soigner pour un cancer, puisque c'est l'exemple concret qu'on partage depuis le départ, et j'imagine particulièrement quand on doit se faire soigner en métropole et qu'on vient de Guadeloupe, il est pas envisageable ou difficilement envisageable de réduire ce temps. En revanche, là où l'absentéisme a baissé nettement, c'est sur l'absentéisme de courte durée. Ce que dit cette chef d'entreprise, c'est que quand on travaille à une meilleure inclusion des maladies graves au travail, les bien portants vont mieux. Et leur engagement se développe et donc ce qu'elle appelle la bobologie diminue. En 3 ans, elle a gagné 8 points d'absentéisme de courte durée. Et donc, évidemment, ça a eu un effet, y compris sur la performance économique de son entreprise, ce qui lui a permis d'investir dans une nouvelle ligne métier. Donc, cette aventure va très loin puisqu'elle transforme également le visage de l'entreprise. Et donc, elle lui a permis à cette entreprise sous-traitante de l'industrie du luxe, qui en flaconne au quotidien des jus et des parfums et des crèmes de beauté, de dégager suffisamment de bénéfices pour pouvoir créer sa propre ligne de produits dédiés aux femmes atteintes de cancer. Et cette ligne s'appelle Osalis. Donc, vous voyez que sur la base d'une écoute profonde des besoins des salariés, sur la base de propositions de solutions qui peuvent être très simples ou parfois qui semblent très compliquées, mais qui, dans la réalité de cette entreprise industrielle, ne l'est pas tant que cela et ne nécessite pas d'investissement extrêmement important, eh bien, on arrive à non seulement une meilleure inclusion des personnes malades, mais aussi une meilleure performance de l'entreprise et au final, un meilleur soutien à l'ensemble de notre système de protection sociale et de santé français. Voilà pour Cancer at Work. Et puis, moi-même, avant d'être malade, d'être confrontée à la maladie, donc je vous partage mon expérience personnelle qui m'a amenée à créer cette première initiative qui est Cancer at Work, qui m'a amenée aussi à écrire un livre, Cancer et travail, j'ai retrouvé ma place, comment trouver la vôtre, qui est paru en 2017 aux éditions Erol. Et elle m'a aussi amené cette expérience de vie à devenir moi-même chef d'entreprise. Et donc, j'ai décidé il y a quelques années avec mon associée Claire, qui est à côté de moi aujourd'hui, de créer une start-up de malades qui s'appelle We Care at Work, qui partage la même raison d'être que Cancer at Work. C'est celle d'aider les entreprises au quotidien à mieux concilier maladie et travail, mais qui, elle, ne propose pas une place de partage, mais des outils pratiques et des solutions, et notamment un référent digital qui s'appelle Alex et dont la vocation est d'accompagner depuis l'annonce de la maladie les personnes malades pour les aider à concilier leur vie professionnelle et leurs contraintes de santé, qui a été lancé en février dernier, qui rencontre d'ores et déjà un franc succès auprès de ses clients. Alors, pourquoi Start-up de malades ? C'est un petit clin d'œil parce que nous croyons dans l'alignement. C'est une de mes convictions et de mes valeurs fortes. Et donc, nous avons décidé d'inclure d'emblée dans nos processus de recrutement l'expérience de vie de la maladie comme une compétence à part entière. Et donc, nous avons au sein de l'équipe des personnes qui ont été ou qui sont malades, qui sont pour un certain nombre reconnus travailleurs handicapés. Nous avons des aidants familiaux et puis des managers qui ont eu à conduire des équipes très chahutées
par la maladie. Et puis, nous avons une autre valeur fondamentale chevillée au corps qui est la solidarité. Et donc, une partie des bénéfices de WeCare est réinvestie dans un outil gratuit, grand public, qui est une ligne téléphonique qui répond à toutes les questions sur la maladie au travail, qui est accessible à tous du lundi au vendredi de 7h à 9h à 17h et qui s'appelle Allo Alex. Je pourrais vous mettre le numéro vert dans le chat. C'est le 0800 400 310. Et donc, vous pouvez y accéder également si vous avez des questions sur le sujet. Alors, Valérie, Pierre-Joseph me demande si je peux communiquer les coordonnées de cette start-up avec grand plaisir. Vous la trouverez sur Internet. Je vous mets simplement son nom et je vous mets également, bien sûr, le nom du club d'entreprise qui s'appelle Cancer à toi. Vous trouverez les 2 sites Internet assez facilement, je pense, sur le net. Voilà les éléments principaux que je voulais vous transmettre concernant ce sujet de la maladie au travail qui me tient tant à cœur. On est nombreux aujourd'hui à être malades et on va être de plus en plus nombreux. Imaginez une entreprise de 100 personnes. En 2025, un quart de ses effectifs tombe malade. Imaginez ces difficultés pour continuer même à vivre. Donc, on est nombreux, les entreprises ont besoin des talents. Il est plus que temps d'investir le sujet de la maladie au travail. Il est plus que temps pour les employeurs de mieux concilier ces 2 sujets et de transformer ce qui aujourd'hui apparaît d'emblée comme des difficultés parfois insurmontables et des coûts en occasion finalement de grandir ensemble, de développer de la valeur, de développer le bien-être et la qualité de vie au travail des salariés, mais aussi la performance des entreprises, et puis dans une perspective plus profonde, de contribuer concrètement à la pérennité de notre système de protection sociale. Que nous ont légué en 1946 nos grands-parents. Moi, j'interagis avec des personnes qui malades dans le monde entier au quotidien. Je ne souhaite absolument pas à mes enfants d'être malades, mais je peux vous dire que si demain ils le sont, j'aimerais qu'ils puissent bénéficier du même accès aux soins avec des coûts aussi peu élevés que ceux dont j'ai pu bénéficier en 2011, même si notre système est imparfait, même si il y a encore des points d'amélioration, et je sais que notamment pour les territoires ultramarins, il y a des caractéristiques particulières sur lesquelles on a encore beaucoup de progrès à faire. Même avec tout ça, je peux vous dire que c'est quand même beaucoup plus protecteur que beaucoup d'autres systèmes de protection sociale dans le monde. Et moi, j'ai parfois des amis qui doivent arbitrer entre vendre leur maison pour pouvoir se payer leurs soins, ce sont des traitements coûteux, ou garder un toit et ne pas se soigner. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, je pense qu'il est largement temps de travailler ensemble pour mieux concilier maladie et travail. Et je répondrai bien volontiers à toutes vos questions si vous en avez. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. Peut-être, alors parmi les participants, il y a Madame Karina Guillaume, qui est donc de l'association, présidente de l'association Amazon, et également Madame Lacoma, qui intervient, inspectrice du travail au niveau de la DIEC sur toutes les questions de handicap. Est-ce que vous souhaiteriez, peut-être l'une d'entre vous, faire une petite intervention? Vous évoquez avec tout à fait à raison le sujet du handicap, la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés étant un des dispositifs susceptibles d'aider au maintien dans l'emploi des personnes malades. Il en existe d'autres. On pourra les évoquer également. Je pense au temps partiel thérapeutique, je pense à la visite de pré-reprise, par exemple. Je pense à l'essai encadré au moment du retour au travail.
Cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, je pense qu'elle gagne à être connue et comprise de la part des personnes malades. Moi, je l'évoque très régulièrement. Je suis moi-même travailleur handicapé et dirigeante travailleur handicapé. Et souvent, quand j'évoque le sujet auprès de personnes malades, elles me disent « Ah mais non, Anne-Sophie, moi je suis malade, je ne suis pas handicapée. Oui. » Donc, on a encore un peu de Oh, pédagogie tout à à faire fait. autour du sujet, parce que c'est un sésame extrêmement précieux de maintien dans l'emploi. Tout à fait. J'aperçois Madame Guillaume, du coup, qui a Oui. réussi à se connecter. Oui, bonjour, Madame Bonjour. Tiniski. C'est un plaisir, franchement, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous voir déjà, n'ayant pu Moi encore aussi, je suis échanger. ravie, vraiment. Oui, depuis, depuis le diagnostic, hein, d'ailleurs, parce que moi, du coup, j'ai été aussi atteinte de la maladie. Et depuis, en fait, moi, je connais déjà Cancer depuis Paris. Et en rentrant en Guadeloupe, justement, j'ai eu plaisir à encore vouloir échanger en fait avec vous. Bon, c'était pas possible pendant un moment, mais là, franchement, non, ouais, ça me fait vraiment du bien de vous. Ouais, écoutez, le plaisir est largement partagé, comme je le disais en introduction. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Même si c'est Oui, derrière des écrans, j'espère qu'un de ces jours, on pourra le faire en vrai. On mais pourra faire j'espère cette bien. rencontre en vrai, dès que la situation sanitaire sera meilleure. Oui, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il est très important de travailler, en fait, main dans la main pour pouvoir avancer sur ces problématiques de cancer au travail, de réinsertion, d'insertion, justement, des personnes, en fait, en situation de handicap ou malades ou maladies chroniques au sein des entreprises. Malheureusement, parfois, ça peut être très, très, très complexe parce que moi, je vois, par exemple, j'en parlais il n'y a pas longtemps, au sein de notre association, par exemple, Amazon Guadeloupe, on retrouve beaucoup de cas de rejet, de discrimination en fait au sein des différentes entreprises. Alors j'imagine que c'est par incompréhension, hein, parfois. Je dirais pas que c'est par. Je pense. Souvent, moi, je me suis aperçue au fil des années que l'adage l'enfer est pavé de bonnes intentions est vrai aussi sur ce sujet, et qu'en fait, le sujet étant tabou, l'expression de la maladie dans l'entreprise est souvent compliquée. Du coup, un manque de dialogue s'installe très rapidement, et avec un manque et finalement des incompréhensions qu'il est très compliqué de détricoter ensuite quand les tensions sont d'ores et déjà présentes, et finalement, effectivement, une forme de discrimination qui probablement peut être en partie. Il est important d'en parler et d'en parler très rapidement, en fait, sachant que le processus lui-même est long. Plus tôt on fait la demande, dès qu'on constate en fait les conséquences de la maladie, ce n'est pas la maladie elle-même qui ouvre droit à la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, c'est les conséquences. Donc, de fait, on doit quand même attendre de voir quelles sont ces conséquences et si elles perdurent pour pouvoir ouvrir un dossier. Mais moi, typiquement, et je le dis avec beaucoup d'humilité et presque une certaine gêne, pour avoir travaillé 15 ans dans le secteur de l'emploi avant d'être moi-même malade, je n'avais pas du tout idée que les conséquences du cancer allaient pouvoir m'amener à une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Je n'avais pas idée que la mastectomie et donc les difficultés de mobilité de mon bras ou des pertes de mémoire, des difficultés de concentration rentrer dans le champ de conséquences qui pouvaient amener à une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Donc, je pense, bien sûr, les délais restent longs et on peut travailler à les réduire, mais on peut aussi probablement, grâce à vos actions, gagner du temps sur la mise en route du processus. Ce sera déjà un premier pas. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, moi, vous pouvez aussi vous référer. Je vous ai parlé tout à l'heure de la ligne téléphonique Allo Alex. Il y a aussi un blog qui est associé. Et du coup, il y a des articles sur tous ces dispositifs que vous pouvez partager
avec vos adhérentes ou chaque fois que ça vous semble utile. Vous pouvez mobiliser ces contenus qu'on met à disposition toutes les semaines. On met à peu près un article et un témoignage. Et nous, on serait ravis d'accueillir d'ailleurs sur ce blog des témoignages, vos témoignages en fait, parce que je me suis toujours dit qu'il y avait des particularités liées à votre territorialité, probablement, ne serait-ce que quand vous êtes soigné en métropole, il y a des spécificités par rapport à la vie professionnelle, aux aidants aussi, à la place des aidants. Et donc, on serait ravis aussi d'accueillir vos témoignages sur le blog Allo Alex, si vous acceptez. Mais ce serait avec plaisir. J'en parlerai de toute façon à mes adhérentes et les autres. Ou même votre témoignage, Karina. Oui, mais avec plaisir. Avec plaisir. Je vais laisser Madame Lacoma. Alors, je ne sais pas si... Je ne sais pas, j'ai l'impression que la connexion de Madame Lacoma est incertaine, c'est ce qu'elle nous écrit. Je ne sais pas si vous... Mais je ne sais pas si... peut-être en coupant la caméra, elle pourrait récupérer un peu de bande passante pour que nous échangions. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai une faible connexion. Non, ça ne passe pas. Si, Madame Lacoma? Vous m'entendez? Oui. Parfaitement, merci beaucoup. Oui, je voulais juste vous remercier. Je voulais juste vous remercier d'abord, Michael, pour l'organisation de cette interconnaissance. Et j'ai plaisir à vous rencontrer, Madame Tuzinski, ainsi que d'autres que je reconnais, Madame Pierre-Joseph et Madame Guillaume. Je le dis assez souvent, l'interconnaissance, elle favorise le déploiement d'un nombre et qui peuvent améliorer la qualité de vie au travail de personnes, notamment de personnes qui sont atteintes, en tout cas qui sont porteuses d'un cancer. Et je vous rejoins tout à fait dans votre démarche parce que nous, au niveau de la dette de la Guadeloupe, donc ex-DIECT, depuis le 1er avril, nous envisageons très prochainement, précisément le 8 juin, un webinaire qui sera en direction des employeurs, des partenaires sociaux et globalement de la population, donc la population lambda, sur le maintien, donc la thématique de maintien dans l'emploi de personnes qui sont porteuses d'un cancer. Et à ce titre, dans ce webinaire, nous mettrons en relief un certain nombre de témoignages de personnes qui ont eu un maintien réussi, mais également qui a été voué à un échec. C'est tout simplement pour faire refléter la réalité. Nous souhaiterions aussi avoir le retour d'expérience d'associations comme la Ligue contre le cancer et, je l'espère également, des Amazones. Et ensuite, on aura une explicitation sur la visite de pré-reprise qui est qui est un tremplin qui est méconnu des salariés, mais ceci par défaut d'adhésion de beaucoup d'employeurs à un service de santé au affichage des coordonnées des services de santé dans les collectifs de travail. On aura également un point sur la bonne séquence de démarches de reconnaissance des travailleurs handicapés. Et ensuite, les acteurs locaux du maintien de l'emploi en Guadeloupe, ils déclineront leur offre de services, leur offre d'accompagnement, ceci aussi bien pour une meilleure connaissance des employeurs, qu'ils se disent que c'est possible, pour peu qu'on sache qui fait quoi, voilà, mais aussi à destination des partenaires sociaux qui, dans leur rôle de dialogue social, puissent mobiliser également ce levier. Donc, votre témoignage, il est à la fois inspirant, mais il est aussi, il nous montre que finalement, on est dans la bonne direction. Et ce webinaire sera d'ailleurs couplé à une campagne globale de communication pour tenter de déconstruire les stéréotypes qui sont assez prégnants. Voilà.
Merci beaucoup. Moi, je me réjouis toujours de voir les initiatives autour du sujet se multiplier et je pense qu'elles sont nécessaires. On évoquait, enfin, et même indispensables. On évoquait tout à l'heure le nombre d'entreprises formellement engagées sur le sujet, une centaine en métropole. Alors, les seuls que je connaisse en Guadeloupe, qui sont signataires de la charte Cancer at Work et qui donc sont présents sur vos territoires, c'est la CEPAC, la Caisse d'épargne Côte d'Azur, dont vous avez accueilli une représentante hier. La BRED également est engagée sur ce sujet. Mais au regard du nombre d'entreprises qui existent, hein, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Et moi, j'aimerais beaucoup, en tout cas, je m'engage, si cela vous convient, à en discuter avec ces deux entreprises membres de Cancer at Work. J'aimerais beaucoup qu'on arrive à créer un collectif d'entreprises autour de ce sujet qui adhérerait à l'association, au club Cancer at Work sur votre territoire pour pouvoir expérimenter ensemble probablement des choses qui existent partout en France, mais aussi qui peut-être des particularités liées à votre territoire. On commence une expérimentation, par exemple, avec la Normandie. Alors, ça vous paraît sûrement plus proche de nous géographiquement que la Guadeloupe, mais néanmoins, sur chaque territoire, il y a des spécificités, des acteurs dédiés qu'il convient, je pense, de mettre en lumière et des expérimentations à conduire. Madame Lacoma, quelles seront les parties prenantes présentes dans votre webinaire? Vous évoquiez des acteurs engagés. Vous pensez à quoi? À quels types d'acteurs? Nous aurons en termes de... Alors, comme je vous ai dit, les associations qui vont témoigner sur leur retour d'expérience, en tout cas celui de leurs adhérents. Il y aura la Ligue. Oui. On aura également des médecins du travail, donc des médecins du travail et pas que des médecins du travail. Si on peut avoir aussi des médecins conseils et aussi des médecins de territoire. Voilà, je n'ai pas encore de validation, mais j'espère en avoir. Nous aurons pour l'explicitation de la RQTH, nous aurons une représentante de l'insertion professionnelle de la MDPH. Voilà, locaux qui vont décliner leurs offres d'accompagnement. Nous aurons, entre autres, la RAT, Oui, mais aussi je vous entends. l'OPS Cap Emploi, l'AGFI, je l'espère forcément, et que ce soit madame, mais également d'autres partenaires que j'ai contactés il y a peu de temps, intervenir, même s'ils ne seront pas intervenants en tant que tels, notamment dans la trame du webinaire. Voilà. Mais je pense que ce sera vraiment passionnant. En tout cas, je vous souhaite un beau webinaire et si vous voulez bien m'envoyer un lien d'invitation, si je peux me connecter pour y assister, ce sera avec grand plaisir, vraiment. Bien évidemment. Dès lors que j'ai vos coordonnées mail, vous recevez l'invitation sans aucun souci. Ainsi que tous les participants de la présente conférence. Je vous les inscris tout de suite. On évoquait tout à l'heure notre outil digital pour concilier maladie et travail. Si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous partager une petite vidéo pour le présenter. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, tout à fait. Avec plaisir. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bonjour, moi c'est Alex. J'ai eu un cancer et j'étais confrontée à de nombreuses difficultés pour concilier mon parcours de soins et ma vie professionnelle. Au-delà de toutes mes peurs et appréhensions, je me suis posé beaucoup de questions et ce n'était clairement pas évident de trouver des réponses
d'autant plus que la maladie était un sujet tabou dans mon entreprise et que mon médecin n'avait pas vraiment de clé pour m'accompagner. Ça m'a pris beaucoup d'énergie. Pendant mes traitements, j'aurais vraiment préféré me concentrer sur mes soins et ma famille et à mon retour au travail, sur mon activité. Bref, je me suis sentie très seule. Et pourtant, j'ai appris que les maladies de longue durée touchent plus de 15% de la population active. Cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, sclérose en plaques. Les pathologies sont très diverses, mais les conséquences au travail sont bien les mêmes et riment avec difficulté. Il est urgent d'agir. Avec d'autres patients et entouré d'experts, j'ai donc créé le premier programme d'accompagnement en ligne pour concilier maladie et travail. Un outil inédit, interactif et participatif, accessible partout, sur ordinateur, tablette ou smartphone. Au moment de l'annonce du diagnostic, pendant l'arrêt de travail, pour préparer le retour et après la reprise, j'informe, j'oriente, je guide et j'aide à prendre du recul pour que chacun retrouve le plus sereinement possible le chemin de l'emploi. Mais je pense qu'ils en parlent mieux que moi. C'est vraiment un phare dans la nuit, une bouée dans l'océan administratif et émotionnel qui peut nous submerger, nous confie Léa. À la fois pédagogique et intuitif, ça donne la bonne information au bon moment, nous dit Paul. Super outil à diffuser sans modération, nous dit Catherine. Pour que personne ne se sente plus jamais seul, je suis désormais là. Je suis Alex, votre référent pour mieux concilier maladie et travail. Pour accéder à mes services, c'est simple comme bonjour@wecareatwork.com. À bientôt. Merci. Voilà. Quelques petites observations peut-être? Effectivement, je trouve que c'est très parlant puisque ça regroupe grosso modo les questions qui viennent dans le collectif de travail. Et c'est vrai que des éléments de réponse, disons, tous ceux qui peuvent contribuer à concourir à faciliter ce retour. Donc, moi, ça me parle. Et effectivement, s'agissant du retour en question, vous en avez pas. Je vous entends pas très bien. Madame Lacoma, c'est vrai que oui, malheureusement, il y a beaucoup. Malheureusement, oui, je pense que... Alors, je vous entends, mais je ne suis pas sûre que vous m'entendez. Non, pas très bien. Pas très bien, malheureusement. Alors, il y a une question dans le chat, je pense. Oui, Madame Pierre-Joseph. Oui, en fait, Alex n'est pas dédié à une aire thérapeutique particulière. Il s'agit vraiment de concilier les maladies alors graves, chroniques, avec la vie professionnelle. Je ne sais pas si j'ai... Si oui, non, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Ah, parfait, parce que je suis en Guadeloupe et au service, là, en ce moment, on est plusieurs en visio et pas forcément connectés à la vôtre. Donc, du coup, j'ai préféré privilégier le chat pour être sûre de vous suivre et qu'on puisse accéder, répondre aux questions que je pouvais poster. Donc, j'ai tout éteint, micro, vidéo, pour être sûre de suivre jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je m'excuse, je me suis connectée tard parce que j'avais un souci de connexion. Donc, ma question porte sur les MCE parce qu'effectivement, ça ne va pas forcément être le cancer, mais plutôt d'autres pathologies. Et j'étais très intéressée par le sujet d'aujourd'hui parce que l'idée, c'est l'approche, la manière dont les choses peuvent être vécues et aussi accompagnées, bien sûr, et avec un lien fondamental avec l'emploi. Donc, on est clairement sur le maintien dans l'emploi. Donc, votre réponse positive me ravit parce que je n'ai pas eu le temps d'aller sur votre site puisque je le découvre là maintenant, mais je pense qu'on aura l'occasion d'être en contact à nouveau. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il est possible de vous solliciter sur un webinaire pour un partage d'expérience, pour un témoignage, pour la mise en avant évidemment de votre site et de votre start-up.
Écoutez, avec plaisir, oui, je vous ai laissé mon mail. Vraiment, n'hésitez pas. Vous travaillez dans quel domaine, Madame Pierre-Joseph? Comme le disait Madame Lacoma tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, je dirais dans le passé, sur un dispositif que vous connaissez peut-être qui est Handipact. Et donc, Handipact, c'est un dispositif, c'est un outil d'animation en fait qui est mis en place par le FIP, Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et qui a pour grande mission d'accompagner les employeurs dans leur obligation d'emploi des personnes handicapés. Donc, l'idée pour nous, c'était de communiquer, de rappeler cette obligation d'emploi, bien entendu, et d'informer, de sensibiliser au mieux sur la manière d'animer efficacement une politique handicap. Donc, quels sont les différents acteurs, qu'il s'agisse du recrutement, du maintien dans l'emploi, donc les acteurs locaux, tant qu'à faire, comment s'y prendre, vers qui se tourner, etc. Et mettre en place avec les partenaires des, des sessions d'information. Voilà. Donc, voilà ce sur quoi nous avons travaillé pendant 6 ans, pardon, donc sur 2 missions consécutives. Et puis, là, aujourd'hui, nous tournons vers, on est toujours sur le handicap et le travail, mais on est en train de travailler un projet plusieurs projets, et celui qui m'amène vers c'est plutôt un projet qui va tourner autour des maladies chroniques évolutives et de l'insertion. Donc, dans ce grand projet-là, ce qu'on entrevoit, c'est la sensibilisation mais à plusieurs niveaux. Sensibilisation des professionnels de santé, des familles, des aidants et bien entendu des patients, et puis des entreprises. Donc, toujours pareil, j'ai envie de dire qui fait quoi, comment, mais surtout en fonction de la personne, donc qu'il s'agisse de l'entreprise, du patient, de sa famille ou autre, vers qui se tourner à un instant T. Bon, recrutement, maintien dans l'emploi, etc. J'essaye d'être succincte. Donc, on est en train de travailler ce projet et pouvoir compter sur des partenaires, même s'ils ne sont pas forcément présents sur le territoire, mais en matière de pérédance, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Parce qu'on s'est rendu compte dans le Et, passé que avec voilà, la pérédance, c'est quand même la clé. Oui, et Euh, puis, je pense que le digital nous aide justement à dépasser les frontières géographiques ou territoriales. Et il ne faut pas il faut pas le négliger en l'occurrence. Je pense que c'est un outil de rapprochement des partenaires humains, on va dire, présents sur un territoire qui peut être intéressant. Et nous, s'agissant d'Alex, qui dans sa version 1, en fait, s'adresse aux salariés du régime général, donc vous évoquiez le FIP, on est dans le public, pour le coup, on serait très intéressé d'adapter, en fait, Alex comment dirais-je, aux salariés du secteur public, des secteurs publics. alors, en sachant quand même, je ne l'ai pas précisé, mais c'était quand même sous-jacent dans mes propos, que nous avons donc animé les 2 premières missions Handipact. La deuxième ayant pris fin le 15 janvier, donc il y en a une 3e qui est en cours, mais le FIP a préféré se tourner vers un autre porteur. Opérateur, d'accord. Voilà, donc on n'est plus sur la mission Handipact, mais on est toujours sur des projets qui tournent autour de l'insertion professionnelle des personnes en situation de le porteur dont je vous parle a plusieurs services et travaille étroitement en ce qui concerne les maladies neuromusculaires. Donc, l'idée, ce serait, voilà, puisqu'on a déjà en plus un partenariat avec l'AFM Téléthon, et que nous sommes aujourd'hui APF, France Handicap, Pôle Guadeloupe Autonomie, l'idée, c'est de rester dans ce domaine-là, dans ce champ-là, puisqu'en plus, par Handipact, on a travaillé avec un réseau très important. Donc, voilà, capitaliser tout cela, mais en étant peut-être sur des pathologies plus ciblées. Très bien.
Mais écoutez, en tout cas, je suis à votre écoute avec grand plaisir. Et merci beaucoup. Je pense que le temps qui nous est imparti est même dépassé. Mais c'est un plaisir, hein. En tout cas, plaisir pour moi, c'est certain. Merci beaucoup de votre écoute. Plaisir partagé. Et puis, on a mis quelques éléments, effectivement, les liens dans le fil de discussion. Et comme on a eu aussi l'occasion d'en parler, je pense que cette année, c'est l'année peut-être Cancer at Work Entremer. Et donc, oui, croisons les doigts. Il y a déjà donc ce que j'ai retenu, hein, 2 structures, donc la caisse d'épargne, alors 2 banques. Ouais, voilà, 2 banques pour le coup, effectivement, qui ont signé cette convention. Et l'objectif sera de donner plus de visibilité cette année à tout ça. Et bien sûr, hein, nous serons ravis aussi de vous accueillir à la seconde édition du village virtuel, qui sera ouvert à toute la population au mois d'octobre. Et donc, voilà, pour diffuser un certain nombre d'informations et surtout, Madame Karina Guillaume a dû partir, mais elle me parlait aussi, notamment dans la recherche d'emploi, d'une manière de se présenter quand il y a des périodes d'absence liées voilà, aux soins et à cette impossibilité du coup de rebondir tout de suite professionnellement. Alors qu'il y avait un algorithme où vous rentriez un certain nombre d'éléments et qui vous permettait en fait quelque part de valoriser cette expérience. On dit, je ne sais plus qui a dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Moi, je crois beaucoup dans le changement de prisme et dans toute expérience, aussi difficile soit-elle, forcément on développe des qualités et des compétences, notamment ces fameuses compétences douces que tous les recruteurs s'arrachent aujourd'hui, qui sont finalement liées à notre humanité. Et particulièrement dans un monde qui va de plus en plus vers la robotisation, la digitalisation, ce qui fait la différence, c'est aussi cela, et ce sont des compétences qu'on développe particulièrement face à des expériences douloureuses. Donc, on a créé une plateforme qui s'appelle The Unstoppable Résumé, qui effectivement propose à la place du trou dans le CV, ce trou qui symbolise en fait les traitements et que les personnes en recherche d'emploi peinent à expliquer aux recruteurs parce qu'elles n'ont pas toutes l'envie et certaines ont peur de dire là, je me suis arrêtée 1 an parce que j'étais en traitement pour un cancer ou une maladie cardiovasculaire, peu importe la pathologie, mais parce que j'ai été gravement malade. Eh bien, nous, on propose de remplir ce blanc par toutes les compétences développées dans l'expérience de vie de la maladie. Mais plus largement, c'est vrai pour toute expérience de vie au sens large. Quand on est là, j'évoque un événement beaucoup plus heureux, une maternité. Quand on est en congé maternité, on développe aussi des compétences qui sont utiles dans la vie professionnelle. Je suis maman de 3 enfants, je peux vous dire qu'au niveau de gestion de l'organisation et puis gestion de crise, entre guillemets, j'ai développé certainement un peu de compétences de réactivité, d'organisation, de gestion de mon temps aussi. Et on trouve qu'il est important en fait de révéler ces compétences. Donc, on le fait grâce à la plateforme The Unstoppable Résumé. Vous la trouverez sur le site internet de Cancer at Work. Et puis, on a aussi plus que symbolisé, on a créé en fait sur LinkedIn une compétence qui s'appelle Fighting Cancer, que vous pouvez inscrire dans le champ des compétences, pas uniquement des personnes malades, mais aussi des aidants ou des collègues ou des managers qui ont eu à accompagner la maladie, parce qu'il nous semble important de révéler ces compétences. Non seulement de sortir le sujet du tabou, mais en plus de montrer ce qu'il apporte en plus. Oui. Non, c'est vrai que souvent, quand on est atteint de la maladie ou même une pathologie comme ça, chronique, etc., on a le sentiment d'être amoindri. Et le fait de travailler comme ça sur
sur tous ces petites choses qui permettent aux gens de se dire que finalement, c'est une expérience qui renforce et que quelque part, on a justement cette plus-value à emmener en entreprise et que ce n'est pas le contraire. Donc, en termes de reconstruction, revalorisation de soi, c'est vraiment excellent. Bravo à vous. Bah, écoutez, merci. En tout cas, ça traduit vraiment l'état d'esprit dans lequel on mène tous nos projets. Transformer les difficultés en occasion de grandir, de créer de la valeur humaine, sociale et aussi économique, parce que une entreprise, elle ne tourne pas sans cette dimension financière. En tout cas, si on veut conserver de l'emploi, il faut continuer aussi à créer de la valeur économique. Donc, voilà, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est sur ces bases-là de transformer du négatif en positif, finalement, si on devait résumer, que nous travaillons au quotidien. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, ça a été un plaisir de vous voir et de partager ce moment avec vous. Et je vous dis à bientôt alors. À très bientôt. Merci beaucoup et merci à tous. À très bientôt. Vous aussi, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. À la Et prochaine. bravo pour l'organisation. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.